Ce pilote de F1 est déclaré champion du monde 16 ans après. Felipe Massa, c'est sûrement l'une des carrières les plus compliquées du sport auto. Montant les divisions pour arriver en F1, il atteint enfin son rêve après des débuts chez Sauber. Après quelques années mitigées, il devient l'équipier de Schumacher chez Ferrari, une place très prisée à l'époque. Il a tout pour réussir, devenir l'une des nouvelles stars du sport. Sauf que rien n'est jamais si simple. Pour sa première course à Bahreïn, il commence juste derrière le champion en première ligne, et malgré ça, il ne termine que 9ème après un tête-à-queue en début de course. C'est lors du 5ème GP, au Nürburgring, que Massa réussit finalement à décrocher le bas du podium, puis 2ème à Indianapolis, avant d'enfin obtenir sa première pole position au GP de Turquie. Et c'est fait, à 25 ans, Felipe obtient sa toute première victoire en Formule 1. Puis, histoire de finir sa saison en beauté, il gagne le GP du Brésil, devenant le seul gagnant à domicile depuis Ayrton Senna en 1993. Résultat de la saison, Massa termine 3ème du classement, juste derrière Alonso et Schumacher. Des performances impressionnantes qui ont clairement confirmé son statut de nouveau pilote talentueux. Pour la prochaine année, Schumacher laisse sa place à Kimi Räikkönen, qui ne lui fait aucun cadeau. Au GP de France, il le dépasse lors du tout dernier relais pour remporter la victoire. Puis Massa abandonne à Monza, ce qui l'écarte complètement de la course au titre. Désormais, son objectif est de soutenir son coéquipier pour qu'il remporte le titre. Du coup, à la dernière manche au Brésil, à 2 doigts du podium, il lui laisse volontairement la victoire pour lui permettre de finir premier au classement général. Une saison un peu moins bonne que la précédente, 4ème. Rien n'est perdu malgré tout, la prochaine sera la bonne. C'est ce que tout le monde se dit, c'est ce qu'il espère, loin de se douter de la suite. Après une nouvelle année pleine de rebondissements, il a enfin l'occasion de s'emparer du titre mondial. Reste une étape, remporter une ultime course et espérer qu'Hamilton finisse plus bas que 4ème. Le tout chez lui, là où il a grandi, au Brésil. Première mauvaise nouvelle, de violentes averses perturbent la course. Pourtant, malgré la pression intense, la Ferrari de Massa décolle sans problème en pole. Menant la course, focus sur son résultat. Il va le faire, premier jusqu'à maintenant. À l'approche du drapeau à damier, Massa lève la main vers la foule. Mais au dernier virage, celui du tout dernier tour, l'inimaginable se produit. Lewis Hamilton parvient à dépasser la Toyota de Timo Glock, resté en pneu pour piste sèche alors que la pluie recommençait à tomber. À quelques mètres de la ligne, Massa voit le titre mondial s'envoler. Ce n'est même pas une question de talent, simplement de suite d'actions sur lesquelles il n'a aucun poids. Et ce n'est que le début. La saison suivante, lors des qualifications du GP de Hongrie, c'est l'incident. Un ressort se détache de la suspension arrière de la Brown GP de Rubens Barrichello qui rebondit sur la piste. Massa file dessus à pleine vitesse, le choc est si violent que son casque le protège à peine. Il perd connaissance et finit sa course dans le mur de pneus. Transporté par hélicoptère à l'hôpital, il est directement plongé dans un coma artificiel. Les médecins hongrois ont diagnostiqué une lésion sur la partie gauche de son crâne ainsi qu'une commotion cérébrale. Heureusement, il se remet de ses blessures, mais cette année est fichue pour lui, ne pouvant revenir que pour la prochaine. Petit à petit, il prend de moins en moins de podiums. 5 en 2010, aucun en 2011, 2 en 2012 et un seul en 2013. Il tente de se relancer chez Williams en 2014, où il termine sur 3 podiums et obtient une pole position. Mais ce n'est pas concluant, la malchance a clairement ruiné sa carrière. Mais comme je l'ai dit au tout début, il est quand même désigné champion du monde 16 ans après. Bon, en fait, non. Pourquoi ? Eh bien, il y a peu, Massa surprend le monde de la F1 en tentant un procès contre la FIA, réclamant une compensation financière colossale et la réattribution du titre de champion du monde de 2008. Lors du GP de Singapour de cette année, Nelson Piquet Jr. avait pour ordre de provoquer un accident afin d'avantager Fernando Alonso, ce qui avait potentiellement influencé le classement final du championnat. Comme la FIA et la FOM ont décidé de ne rien faire, nous allons chercher à faire corriger cette injustice historique devant les tribunaux. L'affaire est maintenant entre les mains des avocats et ils sont pleinement autorisés à faire tout ce qui est nécessaire pour que justice soit faite dans le sport. Affaire à suivre.
Hatem Ben Arfa quand le talent ne suffit pas. Ce joueur est passé par tous les plus grands clubs de France. Il se fait connaître lors de la saison 2007-2008 avec l'Olympique Lyonnais, offrant la victoire à son équipe en inscrivant un doublé face au PSG. Une saison avec 6 passes décisives et 8 buts, dont une frappe de loin magnifique contre Lorient. Mais très vite, les problèmes commencent. Hatem a un comportement assez impulsif. Lors d'un entraînement d'avant-match contre Sochaux, il fait un petit pont au défenseur Sébastien Squillaci avant de l'insulter. De retour au vestiaire, ce dernier demande à Hatem de répéter ce qu'il lui a dit et une bagarre éclate entre les deux hommes. L'ancien gardien de l'OL se souvient d'une scène violente où Toto a mis Hatem dans le placard. Il l'a fendu en deux comme il le faut. Faut dire qu'Hatem a toujours été comme ça. Lors de sa formation à l'INF Clairefontaine, il est à l'origine d'une embrouille légendaire à cause d'une carte de chambre dysfonctionnelle. Dans les couloirs, Hatem sort un petit fils de pute à Abu Dhabi qui ne se laisse pas faire. Tu parles des merdes. J'aime rien de ta carte. Je vais te niquer ta race, arrête, je vais te dégommer ta gueule, arrête. T'inquiète, tu vas faire quoi? Arrête, qu'est-ce que ton problème? Fils de pute, va, quand tu dis que tu parles de pute. On mettra même Hatem sur le balcon pour séparer les deux. Malgré ça, son talent est indéniable. Il prouve en Ligue des Champions avec un doublé, enchaîne les bonnes prestations et remporte le trophée de meilleur espoir UNFP après avoir été champion de France pour la 4e fois d'affilée avec l'OL. Il est temps pour lui de partir pour aller à Marseille avec un transfert de 12 millions d'euros. Refus catégorique de Lyon, mais il n'est pas du même avis. Forcing total, il dira même qu'il ne retournera jamais à l'OL. C'est la Ligue de football professionnel qui doit trancher pour la transaction. Dans une réunion où sont présents les présidents des deux clubs, ainsi que le joueur qui fait preuve d'une force de caractère. Mais avant même que la saison débute, il retombe dans ses travers. Lors d'un stage de préparation, il se bat avec Djibril Cissé à cause d'un tacle très appuyé. Bon, ça ne l'empêchera pas de faire sa place sous les couleurs du club phocéen. 6 buts en 13 journées de championnat. C'est lors du premier match de Ligue des Champions de la saison contre Liverpool au Vélodrome qu'Hatem va encore faire des siennes. Il se frite pendant l'entraînement collectif d'avant-match avec Modeste Mbami. Pareil en Ligue 1 où il refusera tout simplement de rentrer en jeu contre le PSG, vexé de ne pas être titulaire. Son entraîneur lui dit qu'il est meilleur lorsqu'il rentre en cours de match, alors il finira la saison en alternant entre remplaçant et titulaire. Pour sa deuxième année à Marseille, l'entraîneur n'est pas renouvelé, laissant sa place à Didier Deschamps, avec qui il ne sera pas très copain-copain. Rapidement, il voit son temps de jeu diminuer. On lui propose de trouver une solution de départ dès le mercato hivernal, mais il reste finalement à Marseille, perdant son statut de titulaire. Il dira même à Didier Deschamps qu'il lui casse les couilles, ce qui n'arrangera pas son cas. Fin de saison, il le convoque dans son bureau. Ouais, le sang, je veux plus de toi, hein. Du coup, Marseille prête avec une option d'achat Hatem à Newcastle. Là-bas, dès sa première titularisation, il marque un but victorieux contre Everton. Malheureusement, ce sera le seul de la saison. 2 semaines après, il sort du terrain face à Manchester City à cause d'un tacle qui lui provoque une double fracture tibia-péronée de la jambe gauche. Temps d'indisponibilité estimé, 6 mois. Le club décide tout de même de le signer. Et ce sera gagnant, il entame la meilleure saison de sa carrière. 5 buts et 6 passes décisives en première ligue, il aide son équipe à atteindre les places européennes. En Coupe d'Angleterre, il marque ce magnifique but en éliminant lui tout seul tous les joueurs de l'équipe adverse. Ce qui lui permettra d'être nommé pour le prix Puskas de la FIFA qui récompense la plus belle réalisation de l'année. Il récidive en championnat face à Bolton, récupère le ballon du milieu de terrain et se l'emmène tout seul jusqu'aux cages, tout en évitant un tacle et les défenseurs qui se retrouvent impuissants. Mais petit à petit, il perd la confiance de son équipe. Le capitaine demande même à l'entraîneur de le mettre sur le banc, menaçant le reste de l'équipe de ne plus jouer s'il était sur le terrain. En cause, des tensions persistantes avec l'entraîneur et la direction. Alors, pour l'intérêt de l'équipe, malgré le talent indéniable de Ben Arfa, Newcastle décide de s'en séparer en le prêtant à Hull City. Ça ne se passera pas bien non plus. Lors d'un match contre Manchester United, Hatem semble complètement désintéressé. Agacé par son comportement, l'entraîneur décide de le remplacer dès la 35e minute. Il demandera même à l'analyste la distance qu'Hatem a parcourue sur le terrain, avant de découvrir que même le gardien a plus couru que lui. Une statistique qui a fait sourire Hatem. Le club décide de ne plus l'utiliser jusqu'à la fin de son prêt. L'entraîneur dira « J'espère que Hatem retiendra ce que je lui ai dit, car son talent est là, visible par tous. » Mais le talent, sans un dur travail, signifie que vous ne serez pas à la hauteur de votre potentiel. Alors, son contrat avec Hull City et Newcastle est résilié, il est désormais libre d'aller où il veut, et c'est à Nice qu'il décide de retenter sa chance. Bon, il devra quand même attendre, car un joueur n'a pas le droit d'avoir plus de 2 clubs sur la même saison. Mais il sera bien là pour la saison 2015-2016. Et en vrai, c'est plutôt une belle réussite. 18 buts toutes compétitions confondues sur la saison. C'est clairement ce qu'on attend d'un vrai buteur. Il permet à son équipe de se qualifier en Europa League, notamment grâce à un triplé face
face au Stade Rennais, le premier de sa carrière. Clairement, une très bonne saison, peut-être le signe pour rester à Nice, mais il en décide autrement face à l'intérêt du Paris Saint-Germain. Énorme erreur. Saison 2016-2017 au PSG, il joue 32 matchs pour 4 buts. Aucun en Ligue 1, seulement un contre son club formateur l'Olympique Lyonnais en finale de Trophée des Champions, et les 3 autres en Coupe de France. Le coach parisien ne lui fait pas du tout confiance. Trop individuel, pas assez défensif, petit à petit il perd du temps de jeu, n'est plus convoqué au match. Le pire arrive lors de sa deuxième saison au club où il ne joue même pas un seul match. Lui, ça l'agace clairement, estimant être mis à la porte pour pas qu'on ait à payer ses primes de match. Du coup, il réclame 7,7 millions d'euros au club, rejeté par le conseil des prud'hommes de Paris. En plus de ça, il fera tout pour foutre le sbeul dans le vestiaire. Il voulait apporter des pizzas à tout le monde pour fêter son anniversaire, se moque du président du PSG Nasser Al-Khelaifi, il provoque le coach en lui disant qu'il ne passera jamais l'écart de la LDC, même avec la meilleure équipe du monde. Il sera retrouvé dans le camp des loges à manger un kebab. Bonjour à tous les amis, pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les boules, qui vont à Istanbul. Il poste même une photo sur Insta, il fête l'anniversaire des 1 an au placard du PSG. Ok, alors celle-là, elle est exceptionnelle. Bref, le PSG c'est fini pour lui, alors il signe au Stade Rennais pour la saison 2018-2019. Et avec l'arrivée du nouvel entraîneur Julien Stéphan, qui donne une nouvelle dynamique à l'équipe, il retrouve du temps de jeu et de la confiance. Quelques buts en championnat, 2 pénaltys en Europa League face à Jablonec et le Betis Séville, et un très bon match contre Arsenal, malgré l'élimination. Le moment le plus marquant, c'est bien sûr la victoire en Coupe de France contre le PSG. Quel match, entre les 2 buts parisiens, puis la remontée à 2-2, le carton rouge d'Mbappé et la victoire finale au tir au but. Je vous ai déjà dit que Rennes est le meilleur club de France? Bon, du coup, Athème en profite pour tacler le président du PSG. Et pour vous, personnellement, face à Paris, c'est particulier, c'est un peu une revanche? Bah, vous savez, ouais, bien sûr, c'est particulier. C'est particulier surtout par rapport au président Nasser. Mais dans la vie, il faut jamais sous-estimer son adversaire. Un jour ou l'autre, il revient plus fort. Il lui montre même fièrement sa médaille, mais Al-Khelaifi n'a pas l'air d'apprécier. Mais bon, ça reste plus fort que lui, il critique directement le jeu de l'équipe. Ces derniers matchs me permettent d'avancer dans mon cheminement pour la saison prochaine. Je suis orienté par le jeu, je ne prends pas de plaisir et on doit être guidé par ça. Ce qu'on nous propose, c'est limité, donc ça oriente mon choix. Athème ne reste donc pas, et à partir de là, on ne verra plus grand chose de son talent. Il signe au Real, non, pas celui-là. Le Real Valladolid, 5 matchs, 0 but, petit flop. Il retrouve un poste à Bordeaux, où l'entraîneur l'installe en tant que titulaire, il marque seulement 2 petits buts et fait 5 passes décisives. Ça, sans réellement s'imposer. Il se blesse à la cuisse début 2021 et n'arrive plus à être décisif. Le club décide de se séparer de lui à la fin de saison, avant de finir avec son dernier club, le LOSC, qui le rejoint libre en cours de saison, où il ne joue pas beaucoup non plus. 9 matchs, 0 but, critiquant une fois plus son entraîneur en lui disant « Ne m'emmerde pas, de toute façon t'as pas le niveau. Tu es un entraîneur pour Guingamp, pas pour Lille. On joue trop bas ici, on ne joue pas comme une équipe qui prétend l'Europe. » Fin de carrière. Mais bon, avec un talent pareil, il a bien évidemment pas eu une carrière uniquement en club, mais aussi en équipe de France. Issu de la génération de Samir Nasri, Karim Benzema et Jérémy Ménez, il remporte l'Euro 2004 avec l'équipe des moins de 17 ans, en battant l'Espagne en finale. Et c'est à peu près son seul palmarès en équipe nationale. Régulièrement convoqué en équipe A, il ne fera pas partie du groupe pour l'Euro 2008, n'est pas sur la liste définitive pour la Coupe du Monde 2010, il participe seulement à l'Euro 2012 où il joue quelques matchs de phase finale, sans vraiment impressionner. Par contre, les dramas, ça y a. Après la défaite de l'équipe de France contre la Suède en phase de groupe, Athème a passé un coup de fil dans le vestiaire des Bleus pour exprimer ses critiques envers les choix du coach de le sortir à l'heure de jeu. Le sélectionneur Laurent Blanc l'a rappelé à l'ordre, ce qu'il répond qu'il y avait plus nul que lui sur le terrain. Rappelé à l'ordre par la FFF, il ne jouera plus en bleu jusqu'en 2015, où Didier Deschamps le prend pour 2 matchs amicaux après sa bonne saison à Nice. Aujourd'hui, il ne joue plus du tout, même s'il n'a jamais annoncé sa retraite. Certains le voient reprendre dans la future équipe d'Amine pour la Kings World Cup, on verra bien. En attendant, il se la donne à un autre sport, le paddle, où il participe à beaucoup de tournois, classé 1342e sur 42 000 joueurs référencés. Une fin plutôt cool pour ce joueur qui aurait pu avoir une carrière bien plus impressionnante. Andy Schleck, ruiné par les blessures. Andy Schleck arrête sa carrière de cycliste à seulement 29 ans. Pour un professionnel, c'est très tôt. Pourtant, il est très vite annoncé comme un futur grand de la discipline, suivant les traces de son frère Franck, signant son premier contrat
contrat professionnel avec l'équipe CSC. Une étape décisive dans sa carrière qui lui permet de bénéficier d'un encadrement expert et de se frotter aux meilleurs coureurs du monde sur le circuit professionnel. Première année, il est directement champion du Luxembourg du contre-la-montre. C'est en 2007 qu'est la révélation. Il réalise une très belle prestation lors du Giro, terminant deuxième juste derrière Danilo Di Luca à 1 minute et 55 secondes. Clairement une énorme performance pour son jeune âge, 21 ans. Il sera récompensé en remportant le classement du meilleur jeune, mais devient aussi le premier luxembourgeois depuis 46 ans à monter sur le podium d'un grand tour. Il participe aussi au Tour de Lombardie où il est en mission pour faire gagner son frère. Tout se déroulait sans problème jusqu'à ce que ce dernier rentre en collision avec la roue de Vladimir Goussev, chutant juste avant l'ascension finale et les 6 derniers kilomètres, anéantissant tous ses espoirs de victoire. Andy parvient quand même à terminer à la 4e place. Liège-Bastogne-Liège, Tour de Suisse et de France, à chaque fois il montre qu'il est capable de faire de grandes choses. Jusqu'à la première grande victoire de sa carrière, Liège-Bastogne-Liège, en s'imposant face à Philippe Gilbert et Rebellin avec l'aide de son frère Franck. Un luxembourgeois ne l'avait pas fait depuis 55 années. Mais l'apogée de sa carrière, c'est lors du Tour de France 2010, avec l'un des affrontements les plus mythiques de la course. Il a une vengeance à prendre sur Alberto Contador qui finit juste devant lui au Tour de France l'année précédente. Lors de la 15e étape, Schleich attaque dans le port de Balès mais subit un problème mécanique qui lui fait perdre du temps. Un saut de chaîne. Contador en profite pour attaquer et prendre l'avantage. Ça l'empêche de finir premier du Tour de France à seulement 39 secondes de son adversaire. Encore une fois, il remporte seulement le maillot blanc du meilleur jeune. Sauf qu'au dernier moment, son adversaire est contrôlé positif aux produits dopants. 1 an et demi de clenbutérol, son titre lui est donc retiré, donné à Schleich. Malheureusement pour lui, ce sera sa seule gloire. Ses prochaines courses sont clairement moins bonnes. Au Tour de France, on l'attend au tournant, mais ses lacunes en contre-la-montre le pénalisent. Résultat, deuxième. C'est là que la chute commence. En 2012, il mise tout sur les Jeux Olympiques et le Tour de France, mais se blesse lors d'une chute pendant le Critérium du Dauphiné. Fracture du bassin, fin de saison. Et il ne s'en remettra jamais. Cette blessure lui est fatale. Il tente de reprendre, mais les résultats sont très décevants. Il finit 20e du Tour de France 2013 et abandonnera même l'édition suivante suite à une nouvelle chute lors de la 3e étape. Il annonce dans une conférence de presse que la persistance des problèmes physiques liés à cette blessure au bassin le contraint à mettre un terme à sa carrière professionnelle. On se rend vite compte qu'une carrière peut très vite se briser. Manque d'hygiène de vie, blessure ou juste de la malchance. Le talent ne suffit pas toujours, il y a une part de chance dans chaque réussite. Combien de numéro 1 n'ont pas vu le jour à cause de ça? Combien de carrières n'ont jamais décollé par manque de chance, pour un mauvais timing? N'hésitez pas à nous proposer des sportifs au talent gâché, on pourrait potentiellement refaire une vidéo. À 10 000 likes, on fait une partie 2, alors abonne-toi. 80% d'entre vous ne sont pas abonnés, c'est fou ça quand même, non? Bref, c'était Écoutez Netrikim, ciao tout le monde.